Bonsoir à tous. Merci de nous préférer pour vous informer. Nous sommes le lundi 24 août 2020. Dans ce numéro d'information de votre émission sur la maladie à coronavirus, je reçois pour vous professeur Yao Kassankoyon. Il est professeur agrégé de santé publique, ancien fonctionnaire de l'Organisation mondiale de la santé à la retraite. Pendant environ 50 minutes, nous allons débattre bien sûr de ce thème. L'OMS espère une sortie de crise d'ici 2 ans. Bonsoir, professeur. Bonsoir et merci pour l'invitation. D'entrée de jeu, quel regard portez-vous sur l'évolution de Covid-19 dans le monde depuis le mois de décembre? Depuis le mois de décembre jusqu'à présent, on a constaté une expansion de la maladie depuis l'Asie jusqu'au niveau de l'Europe, au niveau des Amériques, au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Australie. Depuis ce temps, on a constaté une augmentation au fur et à mesure du nombre de cas testés positifs, mais surtout une augmentation du nombre de décès liés à cette maladie. Et la communauté scientifique n'est pas restée du reste. Donc depuis cette période également, la communauté scientifique a essayé de comprendre la maladie pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre cette maladie. C'est ce que je peux dire pour le moment pour résumer. Alors, si vous avez demandé d'analyser les chiffres, surtout du foyer de cette maladie, on parle bien sûr de Wuhan en Chine, en Asie bien sûr, et dans le monde, dans le reste du monde aujourd'hui. Quel est ce commentaire-là qu'on peut avoir facilement quand on sait que c'est le foyer, mais bizarrement, ça n'a pas vraiment fait long feu? Bon, en fait, tout dépend des mesures qui sont prises au niveau de chaque État ou bien au niveau de chaque zone. Donc, au niveau du foyer, on s'est rendu compte que des mesures très, très strictes ont été prises dès le début, alors que ça n'a pas été le cas quand la maladie s'est étendue dans d'autres continents. Donc, actuellement, au niveau du foyer, on peut dire que c'est un certain nombre, une diminution très importante, sinon ce qu'on appelle un contrôle de la maladie au niveau du foyer. Par contre, ailleurs, ce contrôle n'est pas encore atteint. Voilà ce que je peux dire. On parle des États-Unis surtout en ces derniers moments, du Brésil et puis du Venezuela. Bon, ces derniers moments, oui, c'est surtout l'Amérique. Donc, quand on dit Amérique, quand on arrive au niveau des pays, c'est les États-Unis d'Amérique, comme vous l'avez dit, le Brésil. Et depuis la semaine passée, on ajoute également le Mexique, quoi. Bon, au niveau de l'Asie, il y a quand même l'Inde qui fait partie des pays où il y a un certain nombre important de cas. Comment peut-on expliquer cela? Bon, c'est-à-dire s'il faut expliquer le nombre important, il faut l'expliquer par quelles sont les mesures qui ont été prises pour lutter contre la maladie. Et quand on prend l'Amérique, vous êtes des médias, vous savez que dès le début, au plus haut niveau, au niveau de l'Amérique, les mesures n'ont pas été prises telles qu'il le fallait. C'était également le cas au niveau du Brésil, où les mesures n'ont pas été prises telles qu'il le fallait. Donc, les mesures n'étant pas prises à temps telles qu'il le fallait, il y a eu donc une pénétration importante de la maladie au sein de la population, d'où l'augmentation du nombre de cas. Et qui dit augmentation du nombre de cas avec ce qui s'accompagne, augmentation du nombre de cas graves et décès. Voilà pourquoi on est arrivé là. L'Organisation mondiale de la santé estime que d'ici 2 ans, l'on peut en finir avec cette maladie. Bon, pour que les téléspectateurs et les téléspectatrices comprennent bien pourquoi l'Organisation mondiale de la santé pense que d'ici 2 ans, on peut en finir avec la maladie, je vais essayer de donner quelques éléments. Ok. Le premier élément, c'est que chaque semaine, l'Organisation mondiale de la santé reçoit le nombre de cas testés positifs
au niveau de l'ensemble des pays. Et elle comptabilise, l'Organisation mondiale de la santé comptabilise ce nombre de cas semaine par semaine. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que je peux dire, c'est que l'Organisation mondiale de la santé a constaté qu'il y a eu une augmentation du nombre de cas semaine par semaine, et jusqu'au mois de juillet, vers fin juillet, il y a eu sur le plan mondial une stabilisation, c'est-à-dire le nombre de cas semaine par semaine n'a plus augmenté sur le plan mondial. Donc, deuxième élément. Et troisième élément, ils ont constaté, l'Organisation mondiale de la santé également a constaté que si on ne prend pas sur le plan mondial et quand on prend région par région, il y a certaines zones du continent, quand je dis du continent, du monde, où il y a une diminution du nombre de cas. Il y a certaines zones où il y a une stabilisation du nombre de cas et certaines zones, comme on l'a dit un peu plus tôt, où il y a eu une augmentation. Donc sur cette base de nombre de cas semaine par semaine, nombre de cas qui s'est stabilisé depuis le mois de juillet, on peut faire un premier constat qu'il y a une première stabilisation, que certaines mesures ont été prises par les pays. Et le deuxième élément qu'il faut considérer, c'est qu'il faut se demander quand est-ce qu'on peut dire qu'une maladie est contrôlée. Donc on peut dire qu'une maladie est contrôlée quand le nombre de cas diminue. Je parle des épidémies. Si c'est une épidémie, il n'y a plus une augmentation du nombre de cas, ça diminue. Ça arrive à un certain niveau qu'on dit ça s'est stabilisé. Ça peut disparaître complètement, ou bien ça peut rester à un certain niveau qu'on juge acceptable. Troisième élément, pour une maladie, l'Organisation mondiale de la santé travaille avec des institutions qui ont pour charge de fabriquer, de trouver le vaccin. Et sûrement que l'Organisation mondiale de la santé a constaté qu'un certain nombre de ces institutions a atteint un niveau de développement du vaccin qui peut être acceptable. Donc pour qu'une maladie soit contrôlée, s'il y a du vaccin, un vaccin qu'on injecte à la population, donc à une certaine population, et que ce vaccin arrive à les protéger contre la maladie, ça peut stopper la maladie. Le troisième élément que je peux ajouter, c'est que dans une population aussi, même s'il n'y a pas de vaccin, et qu'il y a une certaine proportion de la population qui est infectée, mais qui fabrique des anticorps pour se protéger, si la proportion de la population qui est infectée atteint un certain niveau, généralement un peu plus de 70% protégé, ça peut faire stopper la transmission de la maladie. Donc je sous-entends que c'est sur l'ensemble de ces mesures-là, l'Organisation mondiale de la santé a réuni ce qu'on appelle le comité d'urgence pour le règlement sanitaire international, à qui elle a dû présenter ces données, et ce sont des experts. Ils ont conclu que c'est possible de contrôler la maladie sur une période de 2 ans. Justement, parlant bien sûr de la fabrication des anticorps, ou bien pour peut-être jusqu'à 70%, vous avez dit jusqu'à 70%. Oui, si on arrive à peu près dans une population 70%, on dit qu'il y a ce qu'on appelle une immunité de groupe qui peut s'installer. Mais au départ, d'autres ont pensé que ce n'était pas la meilleure stratégie pouvant venir à bout à cette maladie. Je ne pas dire que c'est une stratégie qu'on a adoptée. Non, ce n'est pas une stratégie, mais avec l'évolution de la maladie, ça a duré dans le temps. Si ça dure dans le temps, et puis bon, s'il y a 70% qui sont protégés, il n'y a pas de problème. Mais parce que ce n'est pas la meilleure stratégie, puisqu'il faut calculer s'il n'y a pas de décès entre-temps. Maintenant, si c'est la nature qui a fait qu'on a atteint 70%, ce n'est pas qu'on a utilisé cette stratégie, ça peut protéger la population. Justement, quand on essaie d'analyser les chiffres au jour le jour sur les médias, comme ce que nous faisons actuellement, on a tendance comme si on en fait beaucoup plus avec les chiffres des cas contaminés. On ne parle pas vraiment des cas guéris. Et surtout, c'est les contaminés, les décès
qui sont beaucoup plus cités. Est-ce que ce n'est pas peut-être dire que l'OMS était vite allé en besoin en disant que d'ici 2 ans, la maladie peut facilement disparaître comme ça, ou bien on peut venir quand même à bout à cette maladie? Bon, l'OMS n'a pas dit qu'elle va disparaître. Hein. Moi, j'ai entendu. Espère que d'ici 2 ans, le monde va arriver à contrôler la maladie. Contrôler la maladie veut dire que ça va arriver à un certain niveau que le monde va juger acceptable. Et que, bon, avec ça, on peut vivre avec. C'est-à-dire une sortie de crise, mais actuellement, est-ce qu'il veut dire qu'on n'a pas vraiment maîtrisé la maladie, contrôlé la maladie? 6 mois, 8 mois déjà. Les données prouvent que, quand même, comme je l'ai dit un peu plus tôt sur le plan mondial, quand même, il y a un plateau depuis le mois de juillet. Ça veut dire que ça s'est stabilisé. Mais quand tu prends région par région, il y a des régions où ça augmente. Comme on l'a dit dans les Amériques, ça augmente. Par exemple, si tu prends l'Afrique, on a constaté que globalement au niveau de l'Afrique, depuis ces 2 derniers mois, il y a une diminution du nombre de cas. Mais quand on prend pays par pays, il y a certains pays où ça augmente et il y a des pays où ça diminue. Donc c'est globalement. Justement, dans cette marche-là, quelle place donne-t-on à la recherche du vaccin? Quand on entend souvent des déclarations, c'est là, d'ici début 2021, on aura des vaccins, mi-2021, vraiment, on aura des vaccins disponibles pour commencer par se vacciner contre cette maladie-là. Bon, je pense que le vaccin a une place très importante, sinon la première place, parce que si on trouve un vaccin qui est efficace et qui protège la population, et ça permet de vacciner un certain nombre de populations et de les protéger et de stopper la transmission de la maladie. Donc, d'après les dernières informations que j'ai vues, il y a à peu près, je pense, 9, ce qu'on appelle les candidats vaccins, donc 9 candidats vaccins qui sont à un stade assez avancé ou qui ont commencé des tests, soit au niveau 2 ou bien au niveau 1, quoi. Donc, ça veut dire que pour répondre à la question, c'est une place très importante pour la vaccination. L'augmentation, bien sûr, des cas concernant cette maladie veut dire qu'elle est appelée à vraiment durer dans le temps où c'est normal, c'est dans l'ordre normal, selon pour une épidémies ou les pandémies. Pour une pandémie, une épidémie, on peut dire que c'est dans l'ordre normal. Tant qu'on n'a pas encore trouvé les mécanismes pour vacciner et protéger. Tant que la population ne suit pas à 100%, à 90%, à 95% les mesures barrières qui sont préconisées. Je parle bien pour une pandémie et pour une épidémie, parce que dans le passé, il y a eu des pandémies, des épidémies similaires, et à peu près, selon les pandémies ou les épidémies, la durée a varié entre peut-être 1 an et 2 ans, quoi. Jusqu'à ce que soit les mesures qu'on a mises en place sont arrivées à bout de la transmission de la maladie, ou bien les gens ont pu quand même être immunisés. Et j'ai oublié un autre aspect je voudrais ajouter un autre aspect qui peut donner de l'espoir à l'Organisation mondiale de la santé pour dire que d'ici 2 ans, la maladie peut être contrôlée. Si vous rappelez, l'expansion de la maladie est liée au transport aérien. Donc, comme on l'a dit au début de cette émission, à partir du foyer original, c'est parti par avion dans d'autres continents. Donc, la maladie, l'expansion est liée au transport aérien, transport terrestre, transport maritime et peut-être à une moindre mesure, transport ferroviaire. Or, depuis un certain temps, je peux dire depuis la mi-juillet, la plupart des pays ont mis en place un système de tests avant de prendre ces transports aériens, ou bien des tests au niveau de l'arrivée pour détecter ceux qui sont positifs, ce qui peut réduire la transmission de la maladie après une certaine période. Généralement, les délibérations au niveau de l'OMS des experts, c'est des délibérations
qui sont confidentielles. Donc, ce que je dis, je sous-entends que c'est tout ça là qui sera analysé. Voilà ce que je peux dire. Alors, on est à quelle phase, bien sûr, de cette maladie, finalement? Donc, on parle de la phase communautaire. Donc, on dit c'est pas pour le moment, on en a encore pour 3 mois avant de passer à la phase communautaire de la maladie. Bon, vous parlez sur le plan mondial ou bien globalement au Togo ou bien sur le plan africain? Mondial. Bon, les données que j'ai analysées, peut-être hier avant de venir ici, beaucoup de pays sur le plan mondial sont à la phase communautaire. Beaucoup de pays dans le monde. Je n'ai pas fait le chiffre, mais c'est à plus de 70%. La plupart des pays aussi sont au stade de ce qu'on appelle cluster, c'est-à-dire des groupes, des éléments groupés de transmission, mais beaucoup de pays, aussi bien en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, sont à la phase communautaire. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire phase communautaire? La phase communautaire veut dire concrètement que il y a une transmission locale au sein de la communauté. C'est-à-dire que ce ne sont plus les voyageurs qui amènent la maladie au sein de la communauté. Donc ça veut dire qu'il y a une transmission locale. Transmission locale, soit quelqu'un a été malade, il a voyagé, il est venu dans la communauté, il a commencé par transmettre cette maladie. Donc c'est ce qu'on appelle phase communautaire, transmission locale. Ou bien il y a des cas qui ne savent pas où est-ce que ces cas ont été contaminés et qui transmettent à d'autres personnes. Et c'est en ce moment qu'on parle de transmission communautaire. Et actuellement, de plus en plus de pays sont en train de passer de la phase cas importé à la transmission communautaire. Mais globalement, quand j'ai regardé, la majorité des pays sont à la phase communautaire. Et au Togo? Au Togo, disons que la transmission de la phase communautaire se développe de plus en plus. On était parti à des proportions très basses et je pense que les derniers chiffres trouvent un peu autour de 26% de transmission communautaire. Parce qu'initialement, c'était des cas importés. Après, ce fut des cas, des contacts. Et maintenant, de plus en plus, il y a la transmission communautaire qui s'est développée au Togo, et qui est en train également de se développer et de s'étendre dans certaines préfectures du pays. Covid-19 au Togo, visiblement la situation est très loin d'être évitée. Très loin d'être évitée. Quand on suit un peu l'actualité dans certaines régions du pays où on assiste à des cas qu'on enregistre au jour le jour, on parle bien sûr de ce bouclage qui est en vue dans la région centrale du pays à partir de ce mardi 25. Oui, bon, ce qu'on a constaté, c'est que il fut un moment où, je pense qu'il y a de cela 2 mois, le pays est arrivé à contrôler l'extension de l'épidémie. Et puis, le pays a décidé de lever petit à petit certaines mesures qui étaient un peu des mesures de prévention, telles que le bouclage, le couvre-feu. Le pays aussi a pris certaines décisions, mais malheureusement, la population ne suit pas majoritairement, n'applique pas ces décisions. Si bien que nous avons constaté, on constate au Togo que il y a eu une augmentation à nouveau du nombre de cas depuis un certain temps. Et comme le Togo surveille ces cas également, jour par jour et semaine par semaine, le Togo a constaté qu'il y a ces villes ou bien ces préfectures qui ont commencé par avoir un certain nombre de cas importants. Et que dans ces préfectures, il y a la transmission communautaire qui semble s'être installée et qui augmente. Donc, d'où la nécessité de revoir probablement les stratégies pour à nouveau diminuer le nombre de cas positifs.
Voilà c'est ce le que je déni de peux la dire. maladie ou c'est quand même le refoulement du respect des gestes barrières, on ne veut pas respecter ou quand même... Qu'est-ce qui s'est passé concrètement à ce niveau? Donc on parle bien sûr de la fête de la Tabaski, mais est-ce vrai la véritable cause de cette Moi, ce que je trouve situation? comme véritable cause là, Oui. quand on analyse le nombre, c'est-à-dire si on prend à peu près 100 personnes qui sont testées et qu'on dit qu'elles sont positives, on trouve que selon les régions, il y a parfois 70 personnes qui n'ont aucun signe. Donc si ces 70 personnes n'ont aucun signe, elles auront tendance à dénier la maladie. C'est-à-dire que le virus se trouve dans le corps, les personnes sont testées positives, mais elles ne présentent aucun signe. Parce que leur système immunitaire a pu lutter contre la maladie et les a protégées. Donc ces personnes auront tendance à se balader, etc., sans prendre aucune mesure, malgré tout ce qu'on dit. Ça, c'est ça. Donc, franchement, fondamental, là, c'est que beaucoup de personnes ne présentent pas de signes. Et dans notre langage, nous disons qu'elles sont asymptomatiques ou peu symptomatiques. C'est vraiment, si beaucoup de personnes, si cette maladie donnait des signes systématiquement à toutes les personnes, les gens n'allaient pas dénier la maladie. Maintenant, il faut arriver à les faire comprendre que tu peux être asymptomatique et transmettre à une autre personne qui, elle, va faire tous les signes et va faire même des signes plus graves et qui peut mourir. Donc, d'où la nécessité pour que nous tous, là, on puisse appliquer les mesures barrières qui sont décidées par le gouvernement. Maintenant, le deuxième cas, c'est que les gens, comme vous l'avez dit, pendant la fête de Tabaski, sont rentrés au niveau de leur communauté. Et parmi ces gens, il y a eu probablement des gens qui sont asymptomatiques, comme je l'ai dit, et qui ont transmis la maladie à beaucoup d'autres personnes. Et ce n'est pas la fête de la Tabaski également. Il y a d'autres fêtes traditionnelles où les gens rentrent dans leur communauté. Cette région-là, il y a d'autres régions aussi dans le pays où on a un fort taux de pratiquants de cette religion. Laquelle, par exemple, parce que moi, quand j'analyse les données... Quand on parle de la Tabaski, c'est forcément pour nos frères musulmans, oui. Mais il n'y a pas que la centrale, on a aussi la région des plateaux. Bon, quand je regarde la région des plateaux, je ne sais pas où il y a assez de monde où ils ont pu faire ça. Ils ont pu faire la Tabaski bien fêter, peut-être se transmettre la maladie. Mais également, quand ce que vous dites peut être vrai, ça veut dire que... Aussi la savane. Dans la région des savanes, moi également, je me pose certaines questions. Je me dis, est-ce qu'on ne doit pas surveiller un peu plus pour savoir s'il n'y a pas sous silence certains éléments qu'on n'a pas découverts. Effectivement, moi, je pense à la région des savanes. Est-ce qu'on ne peut pas regarder un peu plus? Parce qu'aujourd'hui, dans les savanes, on n'a plus vraiment de cas. Hein. Ce n'est plus comme au départ où on s'y allait tous les jours. Il y a des cas, on enregistre. Aujourd'hui, c'est comme si, bon, ils sont de bons élèves, ils s'en sortent très bien dans cette affaire-là. Je vous remercie. C'est-à-dire que quand il y a trop de silence là, il faut se demander s'il n'y a pas quelque chose qu'on n'arrive pas à faire et que les gens ne font pas ce qu'il faut. Donc, je suis parfaitement d'accord avec vous. Quand j'analyse, je me demande même pourquoi dans les savanes là, au départ, il y avait quelques cas et puis maintenant, c'est silence absolu. D'où la nécessité que nous devons aller voir un peu plus. Ça veut dire quand on dit voir là, il faut tester un peu plus de personnes et voir s'il n'y a pas une transmission communautaire quelque part qui est cachée et que les gens n'ont pas retrouvé. Je suis parfaitement d'accord. Bon, par contre, dans la région des plateaux, je ne pense pas tellement. Peut-être la préfecture de Anié. Il y a aussi à Kwalimé, Cloto. Bon, Cloto. Vous avez une fois fait un tour dans le grand Zongo de Kwalimé. C'est un monde fou, hein. Bon, j'ai regardé le grand Zongo de Kwalimé. Maintenant, il faut voir les liens entre peut-être Lomé. Oui. Quand je dis Lomé, là, parce que là, et le grand Zongo de... On a aussi un grand Zongo à Lomé, ici aussi. Mais oui, ici... On n'a pas vraiment ces soucis-là en tant que tel. Au niveau de Lomé, moi, je suis convaincu qu'il y a quelque chose de communautaire qui est en train de s'installer. Aussi bien dans Golfe, ça s'est prouvé par les données, que dans Aguanivé, où je pense que vous parlez de ce grand Zongo-là.
et que peut-être qu'on doit tester. Que faut-il faire? Parce qu'au jour le jour, on essaie de sensibiliser, l'information passe, on a comme impression que ça ne va pas vraiment bien. Bon, demain déjà, à partir de demain, mardi, il y aura couvre-feu à Tchamba, Sotoubois et autres là, de 21h à 5h, bouclage systématique de ces villes-là. Ça va être un peu dur, hein? Bon, vous m'apprenez, je ne sais pas. L'information était passée sur la chaîne nationale et c'est suite aux points qui ont été faits par le ministre de la Sécurité, celui de la décentralisation et puis également du professeur Meji Yawa de la Santé. Et c'est suite à ça que le gouvernement a jugé bon qu'il faut boucler carrément cette zone-là, du pays-là et vérifier de près ce qui se passe. Oui, c'est-à-dire vérifier de près, je me dis ça, c'est nécessaire. Et c'est nécessaire de... Bon, vous avez parlé de couvre-feu, je n'étais pas au courant, mais bouclage de la ville pour des villes ou bien des zones là pour mieux voir ce qui se passe et éviter que soit des gens qui sont infectés viennent infecter ou bien des gens qui sont infectés de l'extérieur arrivent et viennent infecter ou bien des gens qui sont infectés à l'intérieur puissent sortir et infecter d'autres personnes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que la sensibilisation a commencé depuis un bon moment. Et elle a suffisamment duré depuis un certain temps. Moi, personnellement, j'ai constaté depuis, je pense, 5 à 7, une semaine à peu près, au niveau de Lomé, que les bars où il y avait beaucoup d'attroupements, là, je trouve qu'il y en a de moins en moins. Je pense que il y a une décision très importante qui a été prise. J'étais ici, on avait discuté. On en avait discuté. Et franchement, je suis très satisfait qu'il y ait de moins en moins de monde. Certains maires ont pris à bras le corps le courage pour aller quand même mettre de l'ordre dans il faut les féliciter. Là où... Il faut les féliciter. Maintenant, on va attendre au bout de 2 semaines, 3 semaines, pour savoir si il y aura encore une recrudescence. Voilà, ou bien les effets ont été vraiment efficaces. C'est important parce que nous qui sommes de santé publique et épidémiologique, nous suivons un peu les tendances des actions qui sont prises. Et maintenant, bon, à Lomé, je pense que c'était une bonne décision que ces maires-là aient pris. Quoique, bon, ça entraîne des effets économiques peut-être importants. Mais si les gens suivent correctement ce qu'on leur dit, peut-être qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, on va se rendre compte que ça va de mieux en mieux et puis les maires pourront prendre d'autres décisions. Maintenant, au niveau des autres, à l'intérieur du pays, comme vous dites, bouclage et autres là, moi, personnellement, je pense que il faut mener l'action au niveau des villages et des cantons. Qu'on responsabilise davantage les chefs de canton et les chefs de village. Maintenant, ça c'est au niveau que je dirais milieu rural. Maintenant, en ville, qu'on responsabilise davantage les maires, les délégués des communes, etc., surtout dans les grandes villes. Donc, on pourra diviser le pays en catégories, c'est-à-dire les villes où c'est surtout les maires et les délégués qui vont agir, et puis le milieu rural où ce sont les chefs cantons et les chefs de village qui vont beaucoup agir pour que nous puissions sortir assez rapidement de cette extension de la maladie au niveau du Togo. Est-ce que cela ne vient pas relancer ce débat concernant les transports interrégionaux, quand on sait qu'il y a des gens qui se déplaçaient là à l'intérieur du pays qui vont y reviennent. Et on a également constaté que le port de masques et autres à l'intérieur du pays, ces mesures-là ne sont pas respectées. Justement, c'est pourquoi je dis qu'il faut responsabiliser les chefs cantons. Les chefs cantons, est-ce que, bon, le chef canton, dans une localité, il est considéré, mais est-ce qu'il peut aller sur le terrain vraiment? Et que font les ASC? Donc, quand je dis responsabiliser le chef canton, là, bon, moi, je vois les choses. Hein. Au niveau du Togo, il y a ce que j'appelle plusieurs chefs. Au plus haut niveau, il y a le chef de l'État. Et dans le cas de là, quand on descend plus bas, il y a les préfets qui sont, entre guillemets, des chefs de préfecture. Maintenant, on a les mairies, avec les communes, avec des maires qui sont, entre guillemets, ça c'est ma vision, hein, des chefs de mairie. Maintenant, il y a les chefs cantons. Dans
toutes ces structures, nous avons du personnel de santé. C'est là où je vais en arriver. Donc, le personnel de santé doit travailler avec le chef canton, le chef de village et ses ASC pour pouvoir mettre en application les mesures qui ont été recommandées par le gouvernement, les décisions qui ont été prises. C'est pourquoi je dis que le chef de canton a un rôle important, le chef de village a un rôle important. Donc les ASC, ils peuvent vérifier quelles sont les personnes qui sont arrivées. C'est des gens qui sont très suivis aussi dans les localités les plus reculées du pays. Quand ils parlent, ils sont très suivis. Même les docteurs, quand les docteurs même descendent sur le terrain, on a comme l'impression qu'on ne les suit pas vraiment. C'est les ASC qui sont très respectés à travers tout ce qu'ils donnent comme conseils et autres. Il faut quand même qu'on essaie de voir aussi la sensibilisation à ce niveau-là, ce qui doit être fait avec... Parce qu'avec les ASC, ça a commencé. Mais maintenant, je n'ai pas été dans une localité pour faire l'évaluation, mais avec les ASC, disons, dans nos réunions, nous savons, d'après le compte rendu que nous avons, qu'il y a à peu près 11 000 ASC étendus sur l'ensemble du territoire qui font ce travail. Mais franchement, moi, je pense qu'ils doivent être épaulés suffisamment par les chefs de village et par les chefs cantons. Quand on essaie de voir un peu ce qui se passe aujourd'hui, on se dit qu'on a encore à faire longtemps avec Corona. Oui. Moi, je pense que c'est vrai. En tout cas, en ce qui concerne le Togo, là, vu le fait que beaucoup de personnes ne suivent pas les mesures barrières, nous avons encore à faire assez longtemps avec cette maladie. Quand je dis assez longtemps, comme l'a dit l'OMS, au minimum 2 ans, mais peut-être même de plus. Quand je dis ça veut dire que la maladie restera là, mais peut-être le nombre de cas va diminuer, mais pas disparaître complètement. Un peu comme le paludisme ou le VIH-Sida. Je dirais beaucoup plus proche du VIH-Sida, un peu comme le VIH-Sida, pas comme le paludisme. On a d'autres rendez-vous festifs, même si c'est interdit officiellement. Il y a aussi le respect des rites culturels et cultuels dans certaines régions du pays. On a vu, par exemple, dans la Kosa et Vala, c'était respecté solennellement. Et puis, bientôt, dans les lacs, on aura la prise de la pièce sacrée, dans les plateaux et autres, la fête des ignames. Il faut qu'on redouble beaucoup plus de vigilance pour éviter encore l'augmentation des cas. Oui, pour ces fêtes traditionnelles, je pense que le ministre de l'administration territoriale, quand je dis le ministre ou bien le ministère de la sécurité publique, doit prendre peut-être le devant. Oui, c'est quand même interdit, mais il y a toujours je sais pas, la célébration dans les mesures les plus simples, rituelles, distanciées, localités là, qui se fait. Quand je dis il doit prendre le devant, parce que aller vérifier. Quand on dit les mesures les plus simples là, parce que parfois on dit les plus simples là, ça veut dire qu'il faut peut-être maximum 15 personnes, 50 personnes. Et puis ça devient 100. Donc ils doivent mettre en place un système pour vérifier. Parce que l'État dit mesures les plus simples. Ne dépassez pas 50, ne dépassez pas 15. Maintenant, ils vont dire oui, c'est la mesure la plus simple. Et puis, arrivé sur place, on se rend compte que c'est plus. Maintenant, ça peut être plus. Mais si les mesures barrières sont respectées, je trouve que ça ne va pas entraîner une transmission importante de la maladie. Donc, d'où l'intérêt que je dis. Il faut que ces deux ministères-là puissent prendre leurs dispositions pour que ces mesures soient beaucoup plus respectées. J'ai oublié le ministère de la Culture aussi, comme les fêtes traditionnelles dépendent de la culture, peut-être qu'eux aussi peuvent envoyer quelques messages. Est-ce qu'on n'en demande pas un peu de trop au ministre de la Sécurité? Pardon. On sait, depuis décembre déjà, janvier, il y avait pré-campagne au Togo, et après la campagne présidentielle, on était allé voter le 22 février, juste après la proclamation des résultats. C'est parti le 6 mars. On a le KNDS au Togo. Le 4 mai, le chef de l'État
à prêter le serment. Et puis, bon, Corona était dans l'arène, ils étaient sur tous les fronts. Et c'est difficile aujourd'hui, quand on les voit, on a comme l'impression que, bon, à mon humble avis, qu'on les fatigue de trop. Parce que moi, je vois tous les jours ces agents-là qui sont pointés ça et là, qui interpellent les gens, la prise des mesures barrières, le respect. Pourtant, il n'y a pas vraiment un respect de ces mesures-là qui se fait. On se demande justement, faut-il revoir la stratégie dans tout son ensemble? Bon, le premier point, moi, j'ai toujours félicité les forces de sécurité. Je les ai félicités à cause du fait que les gens au Togo ne portaient pas le casque. Et les forces de sécurité sont arrivées au moins à Lomé, à sensibiliser les gens au départ. Et maintenant, quand tu vas en ville, pratiquement, je ne vois pas de moto sans casque. Donc, ils ont une expérience importante. Peut-être qu'ils ne sont pas nombreux pour faire tout ce qu'on leur demande, mais je pense qu'ils ont l'expertise. Cette expérience, bon, moi, je l'ai suivie au Togo, j'ai dit bravo aux forces de sécurité. Au départ, ils ne verbalisent pas. Ils sensibilisent au niveau des feux tricolores, etc. Donc, ils ont l'expérience. Maintenant, s'ils ne sont pas nombreux, maintenant, il faut trouver les stratégies. Bon, à mon humble avis, moi, je suppose qu'ils sont nombreux, certes, mais ils en ont tellement fait déjà. Bon, moi, personnellement, je me dis que les maires, là, les délégués communaux, ils ont un rôle à jouer. Moi, je verrais aussi des gens, des mairies, je ne dis pas les élus eux-mêmes, hein, que les maires puissent avoir des gens qui vont épauler les gens des forces de sécurité. Ils leur donnent au moins une certaine autorisation, quoi, pour le faire. Ce n'est pas n'importe qui va le faire. Bon, si je suis maire d'une zone, peut-être que je ne suis pas maire, c'est pourquoi je le vois comme ça. La sécurité sur le plan sanitaire de la pandémie de la zone, il faut que les maires, les leaders d'opinion et autres, là, essaient aussi de former des gens qui vont commencer par faire ces genres de travail aussi, et puis sensibiliser surtout. Parce que les forces de l'ordre, hier, j'étais à un rendez-vous avec un ami, je retournais, et je me suis arrêté quelque part, je voyais un corps habillé avec un signe de Covid, faux Covid. Et puis, il verbalisait une jeune dame et puis un monsieur qui était là. Il y a un des agents des forces de l'ordre qui a dit quelque chose qui m'a marqué, qui disait à ces deux personnes-là, mais vous pensez que nous, on n'est pas censé peut-être de rester auprès de nos enfants et de nos familles en ce moment? C'est parce qu'il y a un problème de santé qu'on nous a dépêché de le faire. L'un de vous fait quoi que ce soit, mettez vos masques et respectez les mesures barrières pour qu'on puisse s'entendre. Et puis j'ai regardé et dit, il y a du boulot encore. Ouais. Je pense franchement que les maires peuvent aider. Ils n'ont qu'à... Bon, je ne sais pas... Je pense que le ministre de la décentralisation, Payadoa Boukwesi, c'est le moment de noter ces maires-là, parce qu'on les a élus, ça fait déjà 1 an dépassé. On a voté pour ces maires, c'était le 30 juin 2019. Ouais. Bon, ça fait déjà 1 an dépassé. On va voir ceux qui ont bien travaillé pour le prochain mandat, on peut voter contre. Mais si le résultat n'est pas bon, on va voter contre là. Bon, ce sera la population. Jamais dans une région, dans une mairie, on constate beaucoup plus de cas contaminés. C'est le moment quand même de sanctionner par les urnes. Oui, c'est ça aussi la démocratie. Je suis parfaitement d'accord avec ça. On a comme l'impression que sensibiliser, mettre en place des systèmes de riposte, soigner, ça incombe les premières autorités du pays et les autres là sont on fait de la Java. Même dans certains ateliers de travail, je vois des gens qui disent, mais est-ce que vous êtes sérieux? Bon, moi, je supporte parfaitement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que les maires, il y a déjà certains qui le font parfaitement. Quand je suis les médias, certains le font très bien. Mais que l'ensemble ou bien la majorité de ces maires-là puissent jouer ce rôle. En épaulant vraiment les forces de sécurité, ne serait-ce que trouver quelques jeunes pour les aider à passer dans certains marchés, dans certains lieux de regroupement pour passer certains messages. Je sais qu'il y a
des partenaires techniques et financiers qui appuient beaucoup d'activités de sensibilisation. Ils peuvent les contacter, faire des projets, voir si ça peut être financé ou non. Franchement, les maires, je pense qu'ils doivent jouer un rôle important. Et comme je l'ai dit plus tôt, il y a également les chefs de canton et de village aussi qui doivent jouer un rôle. Et au niveau de la plage aussi, il faut qu'on veille aussi à ce niveau-là, parce que les gens ont commencé par aller à la plage. Il y a certaines images qui circulent, ça et là aussi, ça interpelle. Bon, ces derniers temps, je n'ai pas passé par là, donc vous attirez mon attention. Parce que moi aussi, quand je circule en ville, j'essaie de regarder pour voir si les mesures barrières préconisées, décidées par le gouvernement sont appliquées. Mais ces derniers temps, je n'ai pas passé sur le long de ce boulevard. Peut-être dimanche, vous faites le tour, vous allez constater de quoi je parle. Et puis, il y a un constat, il y a tellement de gens malins dans ce pays, hein. Les petites fêtes entre amis, copains, copines, reconnaissances et autres, on ne les fait plus au sein de la ville comme ça. On délocalise tout dans les banlieues, vers Vepozo, Baguida, Kégué, Diagblé, Aveta et ses consorts, à Déticopé, à Didogomè, un peu partout. Et on a comme l'impression que tout est calme au sein de la ville. Mais aux extrémités, il se passe beaucoup de choses. Bon, franchement, c'est pourquoi je dis que si les maires... Quand je dis les maires et les délégués, hein, parce que ce n'est pas le maire seul qui va faire le travail. Le maire qui est élu et qui n'est pas peut-être présent au niveau de ces quartiers périphériques, il peut avoir les informations de ces délégués qui sont dans ces zones et puis ça permettra de prendre les mesures qu'il faut. Franchement, c'est important, sinon nous allons continuer à avoir le nombre de cas grimper, augmenter, ça va durer longtemps. Avec cette allure-là, est-ce qu'on peut arriver un beau matin à la réouverture des frontières terrestres? C'est possible? Parce que ce n'est pas seulement au Togo, hein. Dans tous les pays de la sous-région, pratiquement, c'est le même chemin, hein. En matière de la hausse des chiffres et ses consorts dans certaines régions, certaines localités du pays. Bon, je ne suis pas au ministère de l'administration territoriale, mais moi, j'ai l'impression que, quoique les frontières soient fermées, il y a déjà beaucoup de circulation entre les populations, beaucoup de circulation transfrontalière entre les populations. C'est-à-dire que les populations évitent les points officiels et prennent des coins non officiels. Maintenant, quelle est cette proportion? Peut-être que le ministère de l'administration territoriale peut faire une petite enquête. Maintenant, si ce que je pense, cette proportion est déjà très importante, ouvrir les frontières terrestres ne va pas trop augmenter le nombre de ces personnes. Okay. Ça, c'est ce que je pense. Hein. Donc, mais il faut faire une étude pour être sûr que, malgré que ce soit fermé, il y a beaucoup de personnes. Parce qu'on nous dit, tel cas positif, c'est un voyageur venu du Ghana, venu du Nigeria. Mais il a passé par où? C'est par voie terrestre. Nigeria, c'est encore dangereux. Il va passer par Sémé-Craqué, entre le Bénin et le Nigeria, et traverser le Bénin et être dans le Togo entre Sanvi-Kondi et Hila-Kondi, et peut-être continuer sur le Ghana, ça va être délicat. Bon, donc quand on voit certains cas, on nous dit venu de tel, c'est-à-dire c'est des voyageurs, des Togolais qui étaient ailleurs, qui sont rentrés, quoi. Oui. Donc ça me fait penser, est-ce que déjà les frontières poreuses, là, est-ce qu'il n'y en a pas déjà un grand nombre? S'il y en a déjà un grand nombre, ouvrir, peut-être va doubler le nombre, peut-être pas tripler, mais il faut faire une étude pour voir. Parfait. La fois passée, après un débat sur ce plateau, il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui me dit il serait bien d'ouvrir les frontières terrestres parce que ça donne lieu, la fermeture donne lieu à la création d'autres frontières qui profitent illicitement à d'autres personnes qui font des trafics ça et là. Peut-être qu'en ouvrant les frontières terrestres officielles, on peut rentabiliser. On dit peut-être pour aller dans le Ghana, tu paies 5 000 francs au Togo pour contrôler ça et là. Et dans le Ghana, on te prend encore des sous. Quand tu vas faire ces allers-retours là, tu vas peut-être essayer de revoir tes allers-retours au cours de la semaine. Mais pour les frontières détournées, les gens prennent des 1 000 francs, 2 000 par ici, par là. Et ça fait que ces sous-là, on ne pourrait pas peut-être les verser au trésor pour soigner les gens avec. Ouais. Donc, que c'est un manque à gagner qu'on n'a qu'à ouvrir. De penser à proposer ça aux premières autorités qu'on n'a qu'à ouvrir.
peut-être mettre une somme à payer au niveau des frontières pour permettre aux gens de vaquer librement. Ce que le Togo a fait, que je trouve jusqu'à présent de bien là, le Togo a réouvert les lieux de culte, mais pas tout. Donc on peut aussi pour les frontières là, tester en ouvrant peut-être 2 ou 3 frontières et puis voir comment ça peut se passer. Donc avoir l'expérience de l'ouverture de ces frontières là et puis voir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut refermer ou non? Bon, à nous de voir est-ce que c'est des frontières où il y a peu de monde, puisque le ministère de l'administration sait quel est le flux des gens, ou bien des frontières très importantes comme Hila Kondji, ou bien la frontière d'Aflao, ou bien Saint-Cassé. Maintenant, sur les 3, on peut peut-être ouvrir une grande pour tester, 2 ou 3 petites et tester, et en fonction de l'expérience, là, voir ce qu'il faut faire. Mais pas ouvrir aussi l'économie, hein? Il faut faire aussi tourner l'économie. Voilà. C'est comme ça, surtout les frontières terrestres. Bon, comme vous êtes journaliste, vous le dites. Mais moi, je ferai un test sur un certain nombre réduit. Et puis après, on va peut-être voir à la comment réunion, vous allez essayer de faire la proposition. Nous, on est au ministère de la Santé pour les frontières. Là, c'est au niveau de l'administration territoriale. Vous allez discuter avec certains collègues qui vont chuchoter ça au ministre Payadoa Boukwesi, qui peut-être actuellement nous suit. Essayer de voir à ces niveaux-là ce qu'il y a lieu de faire, peut-être pour rentabiliser aussi ces allers-retours entre les pays limitrophes là, parce que ça devient une affaire qui fait profiter à certaines personnes au détriment de l'État. On peut peut-être prendre ces 2 000, 3 000, 5 000 là et verser au trésor. Ça peut encore soigner 2, 3 personnes, si jamais contaminées. Je vais peut-être discuter avec certains, puis on va voir si ils vont chuchoter ça au ministre Payadoa. Merci. Professeur, c'est déjà la fin de ce rendez-vous, de ce jour. Y a-t-il peut-être d'autres directives à donner aux téléspectateurs actuellement qui nous suivent? Bon, nous avons suffisamment parlé. Hein. Oui. Et je ne cesse de dire que, s'il vous plaît, population togolaise, essayez de respecter les mesures barrières décidées par le gouvernement, ne serait-ce que pendant 2 semaines à 3 semaines. Là. Ça va nous faire sortir de cette pandémie assez rapidement. Si ça ne nous fait pas sortir, au moins ça va réduire de façon très importante le nombre de cas qui sont testés positifs. Et pendant les fêtes, si vous allez à une fête, etc., franchement, protégez-vous, prenez les mesures barrières. Merci beaucoup. Merci à vous, professeur Yao Kasson-Koyon. Vous êtes bien sûr professeur agrégé de santé publique, ancien haut fonctionnaire de l'Organisation mondiale de la santé à la retraite. Merci d'être passé. Merci également. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. C'est déjà fini pour ce numéro. On se retrouve demain pour un autre numéro.